Je n'aurais jamais cru qu'un simple texto puisse faire trembler mes mains à ce point. Le message brillait sur l'écran de mon téléphone, se gravant dans mon esprit. Tu ne te joindras pas à nous pour la croisière familiale. Ma femme préférerait que ça reste uniquement en famille. Ces mots venaient de mon fils, mon unique enfant. Le même fils à qui j'avais offert une maison, entièrement payée, quelques mois plus tôt. Cette maison pour laquelle j'avais passé des nuits blanches, que j'avais financée avec toutes mes économies, me disant que c'était un cadeau d'amour, une base pour sa famille grandissante. Et maintenant, je n'étais plus assez, famille, pour leurs vacances. Je fixais ces mots froids, ma poitrine se serrait. Le sang bourdonnait à mes oreilles, mes mains étaient raides et glacées. J'ai lentement tapé ma réponse, d'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Ce seul mot contenait tout, la blessure, la trahison, la prise de conscience. Mais alors même que j'appuyais sur « envoyer », mon esprit hurlait. Alors je suis assez bonne pour vous acheter une maison, mais pas assez pour m'asseoir à votre table? Pas assez pour monter sur votre fichu bateau de croisière? Mon cœur battait la chamade, ma respiration devenait courte, mais mon visage restait immobile, calme, presque détaché. Cette partie de moi, celle qui avait toujours avalé sa fierté, toujours excusé leur petite cruauté, est morte à cet instant. Le téléphone vibra de nouveau. Un message de suivi d'Émilie, ma belle-fille. Poli mais glacial. J'espère que tu comprends, c'est plus simple pour tout le monde comme ça. Plus simple. Bien sûr que c'est plus simple, Émilie. C'est plus simple maintenant que vous avez la maison. Plus simple maintenant que tu penses avoir assuré ton avenir. J'ai posé le téléphone, les mains tremblant légèrement, mais je ne pleurais pas plus maintenant. Car à ce moment précis, une nouvelle partie de moi s'est éveillée. La partie qui avait été trop tendre pendant trop longtemps, celle qui ne se laisserait plus humilier. Ils pensaient que j'allais accepter ça? Ils se sont lourdement trompés. Le silence dans ma maison est devenu assourdissant après ce message. J'étais assise dans la même cuisine, mais elle ne me semblait plus être la mienne. Le soleil du matin glissait sur le carrelage, effleurant les vieilles chaises en bois, les plans de travail polis que j'avais choisis, les rideaux que j'avais cousus à la main, tout ça pour eux, pour Mathieu et Émilie, pour la famille que je pensais construire. Maintenant, la maison ressemblait à un musée de mes mauvais choix. Au mur étaient accrochées les photos souriantes de vacances que j'avais financées, Disneyland Paris quand Mathieu était petit, la Crète quand Émilie a rejoint la famille, le séjour au chalet pour Noël que j'ai payé en totalité, me disant que c'était mon cadeau pour eux. Toujours à donner. Toujours à trouver des excuses à leur silence. J'ai repensé à la pendaison de crémaillère au printemps dernier, dans la maison que je leur avais achetée, entièrement payée, sans hypothèque, sans dette, un nouveau départ pour leur mariage, le plus grand cadeau que j'ai jamais fait. Émilie m'avait serré les mains à l'époque, des larmes brillant dans ses yeux. « Oh Hélène, tu n'aurais pas dû. Nous te sommes si reconnaissants. Tu auras toujours une chambre ici, tu le sais. » Et je l'avais cru. Bien sûr, car les mères y croient. Je me suis souvenu des nuits passées à repeindre moi-même leur chambre principale pendant qu'ils étaient occupés au travail, choisissant une couleur lavande douce parce qu'Émilie disait que c'était apaisant. J'avais commandé les meubles en ligne, les avais assemblés seul dans mon garage. Chaque tringle à rideaux, chaque lampadaire, chaque plaid douillet, tout avait été choisi avec soin, avec amour. C'était plus facile à l'époque de rester occupé, de prétendre que leur distance grandissante n'était que du stress, que du travail, juste de jeunes gens qui se cherchaient. Mais ce n'était pas la vérité. Cela pesait lourdement sur ma poitrine. Je m'étais rendue si utile pour eux, la réparatrice, la financière, l'aide silencieuse, qu'ils avaient cessé de me voir comme une personne. J'étais une ressource, un portefeuille, et une fois le portefeuille vidé, ils n'avaient plus besoin de la femme qui y était attachée. Le lendemain matin, je ne supportais plus le silence. J'ai appelé Martine. Elle est arrivée en moins d'une heure, comme toujours, sans question, sans hésitation. C'est ça, les vieilles amies. Elles savent quand les mots sont superflus au début. Elle a franchi ma porte d'entrée, ses yeux scannant immédiatement mon visage. Elle a vu avant même que je puisse ouvrir la bouche. « Raconte-moi », dit-elle doucement, en posant son sac sur la table de la cuisine. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table pour qu'elle lise le message elle-même. Sa mâchoire s'est crispée à la lecture, mais elle n'a rien dit au début. Elle a juste secoué la tête lentement, comme si elle s'attendait à quelque chose de ce genre. Finalement, elle a parlé. Il préparait ça, Hélène. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Je pensais que c'était peut-être juste Émilie qui lui avait monté la tête, mais Mathieu, il n'est pas comme ça. Les lèvres de Martine se sont pincées.
Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne, stable et ferme. Hélène, tu as élevé un bon garçon, mais tu as aussi élevé un garçon qui n'a jamais eu à se battre, qui t'a toujours eu pour ramasser les morceaux. Et Émilie, elle a vu ça. Elle a vu ce qu'elle pouvait en faire. Tu t'es effacé pour eux, et maintenant ils agissent comme si c'était ta place. Ces mots piquaient parce qu'ils étaient vrais. J'avais passé des années à aplanir chaque difficulté pour Mathieu, annulant mes propres vacances pour garder leur chien, vidant mes économies. Pour payer le reste de leurs prêts étudiants, me présentant chez eux chaque fois qu'Émilie prétendait avoir besoin d'aide pour ranger, me rendant toujours utile, toujours disponible. Tu dois te protéger maintenant, dit Martine, la voix basse. Sérieusement, avant qu'ils n'essaient de prendre plus. Je les regardais, confuse. Prendre plus? Ils ont déjà tout. Les yeux de Martine se sont aiguisés. As-tu vérifié tes comptes récemment? Sais-tu si ton nom est toujours sur le titre de propriété de la maison, sur tes placements? Hélène, tu leur fais encore confiance. Un nœud serré a commencé à se former dans mon estomac. Mon pouls est accéléré. Je n'avais pas pensé à vérifier quoi que ce soit. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma famille. J'ai laissé Émilie gérer la plupart des paiements en ligne, admis-je, la voix à peine un murmure. Elle disait que c'était plus simple pour les impôts. Martine a expiré bruyamment et s'est adossée à sa chaise, le front plissé. Hélène, tu dois te connecter à tout aujourd'hui, et si quoi que ce soit semble anormal, nous allons directement voir un avocat. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Mes mains se sont mises à trembler. Mais pas de peur cette fois, de réalisation, de la froide compréhension que ma confiance avait été utilisée comme une arme. Je n'étais pas une vieille femme douce et sans défense, j'étais juste trop confiante. Et maintenant, il comptait sur cette confiance pour me garder silencieuse, docile, invisible. Mais alors que Martine me fixait, attendant ma réponse, j'ai senti quelque chose en moi se durcir, une petite braise qui avait vécu trop longtemps dans leur ombre. J'ai redressé le dos, ma voix stable pour la première fois depuis des jours. D'accord, on commence aujourd'hui. Martine a hoché la tête. Bien. Parce que tu n'as pas fini, et ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce message, ce stupide texto sans cœur. Je voyais le petit sourire répété d'Émilie, les hochements de tête absents de Mathieu. J'entendais la voix de Martine résonner plus fort que le silence autour de moi. Tu dois te protéger maintenant. À 2h17 du matin, j'ai renoncé à essayer de dormir. Mon cœur battait fort dans mes oreilles alors que je prenais mon ordinateur portable. Pendant des années, j'avais laissé Émilie gérer tant de comptes en ligne. C'est juste plus simple, Hélène. Tu ne devrais pas avoir à t'occuper de toutes ces choses compliquées à la retraite, disait-elle, toujours avec cette voix douce et sirupeuse. Je voulais croire qu'elle était serviable. Je voulais croire qu'elle se souciait de moi. Mais maintenant, mes doigts planaient au-dessus de l'écran de connexion avec une conscience différente. J'ai tapé mes identifiants, les doigts raides de nervosité. Le tableau de bord familier s'est chargé. Tout semblait normal à première vue, mais c'était là le danger. Ça semblait normal parce que je n'avais jamais rien su d'autre. Lentement, méthodiquement, j'ai épluché les historiques de compte, mon compte courant, mon épargne, mes placements de retraite. La plupart des transactions étaient familières, factures, courses, dons, dépenses de routine. Mais plus je remontais, plus je devenais mal à l'aise. De multiples virements, assez petits pour passer inaperçus, chacun étiqueté sous des catégories comme dépenses de la maison, entretien de la propriété ou réparation d'urgence. Mais je n'avais approuvé aucune réparation d'urgence, et les destinations de ces virements étaient liées à des cartes enregistrées non pas à mon nom, mais à celui d'un utilisateur secondaire. J'ai cliqué plus loin. Le nom d'Émilie est apparu. Mon estomac s'est noué. J'ai fixé l'écran, figé. Elle avait lié sa carte à mes comptes tranquillement, discrètement, depuis des mois peut-être plus ponctionnant, siphonnant mon argent petit à petit. Il ne s'agissait plus seulement de m'exclure de la croisière. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés ou de tensions familiales mesquines. C'était du vol. Et Mathieu était-il trop aveugle pour le voir, ou le savait-il et s'en fichait-il tant que l'argent continuait d'affluer? Une vague de chaleur m'a traversé, pas de la rage, pas encore, mais quelque chose de plus froid, de plus vif. J'ai fermé doucement l'ordinateur portable et me suis rassise, la faible lumière de ma cuisine attrapant les coins des photos de famille encore accrochées au mur, des photos qui ressemblaient maintenant aux preuves d'une escroquerie élaborée dans laquelle j'étais tombée volontairement. Il ne m'avait jamais aimée.
Ils aimaient ce que je pouvais leur donner. Ma gorge me brûlait, mais aucune larme n'est venue. À la place, j'ai murmuré dans la pièce silencieuse. Tu as joué avec ma gentillesse, Émilie. Tu as joué avec ma confiance. Je m'étais toujours dit que rester silencieuse ne faisait pas de moi une faible, mais ce soir-là, j'ai enfin compris que le silence pouvait aussi être tranchant. Il m'avait sous-estimé. Je ne serais plus cette idiote. Au matin, je n'étais plus incertaine. Je ne paniquais plus. Le brouillard s'était dissipé, ne laissant qu'une concentration froide. J'ai appelé mon conseiller financier sous le prétexte poli d'un bilan de routine. Je ne voulais pas éveiller les soupçons, pas encore, pas avant de savoir exactement à quoi j'avais affaire. Bien sûr, Madame Lefebvre, a répondu Monsieur Fournier aimablement. Il gérait mon portefeuille depuis des années. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Mon fils et ma belle-fille m'ont aidé à gérer certaines dépenses de la maison, dis-je, gardant un ton égal, mais j'aimerais m'assurer que tout est encore structuré comme nous l'avions initialement prévu. Il a sorti mes dossiers pendant que j'attendais, forçant ma respiration à rester calme alors que mes mains tremblaient sous le bureau. Eh bien, tout semble globalement stable, bien que je voie une activité récente. Sa voix a changé très légèrement. Il semble que plusieurs transferts de fonds aient été programmés, principalement pour couvrir des rénovations en cours. J'ai dégluti difficilement. Des rénovations? Oui, d'assez importantes en fait. Quelques grosses sommes destinées à des améliorations de design et des acomptes pour entrepreneurs. J'ai serré le téléphone plus fort. Et qui a autorisé ces transferts? Il y eut une brève pause. Eh bien, Madame Lefebvre, techniquement, c'est vous. Du moins, votre compte mandataire autorisé l'a fait. Mon estomac s'est retourné. Quel mandataire? Il a hésité pour la première fois. Il semble que votre utilisatrice secondaire autorisée, Madame Émilie Lefebvre, ait traité ces transactions. Elle a un accès complet en vertu de la procuration générale que vous avez signée au printemps dernier. J'ai fermé les yeux brièvement. Je me souvenais de cette réunion. Émilie avait insisté pour que je signe les papiers mis à jour pour faciliter les choses en cas d'urgence. Elle avait même amené le notaire elle-même, souriant tout le temps. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Merci, Monsieur Fournier, dis-je calmement. Pourriez-vous signaler toute transaction future pour mon examen personnel avant de la traiter? J'ai décidé d'être plus impliqué dorénavant. Il a accepté sans hésitation. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise dans le silence. Il n'y avait plus de doute, Émilie n'aidait pas. Elle se positionnait pour le moment où elle et Mathieu pourraient tranquillement tout siphonner, utilisant cette maison comme leur trophée. Ma retraite n'était pas leur héritage, pas encore, mais ils dépensaient déjà comme si c'était le cas. J'ai regardé le médaillon de mon défunt mari posé sur le rebord de la fenêtre, celui qu'il m'avait donné après notre 30e anniversaire. Il aurait vu clair dans leur jeu bien plus tôt. Il m'avait toujours prévenu d'être prudente, mais je voulais si fort croire en la famille. Pendant des années, je m'étais faite si petite pour éviter les conflits, mais l'amour sans respect c'est une prison, et je venais d'en trouver la clé. Mon regard s'est tourné vers l'étagère vide en face du salon où j'exposais fièrement une photo encadrée de la pendaison de crémaillère de Mathieu et Émilie. Retirée il y a 2 nuits, l'étagère semblait mieux vide, plus légère. Et pour la première fois, moi aussi. Ils avaient parié sur mon silence, ils le regretteraient plus tard. Cet après-midi-là, je suis allée me promener au parc. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'un espace qui n'était pas construit par mes sacrifices, rempli de meubles que j'avais achetés pour eux ou hanté par des photos de gens qui ne me voyaient que comme un outil. Le vieux chêne se tenait toujours là où mon mari s'asseyait chaque dimanche après-midi, lisant le journal pendant que je nourrissais les canards. C'était son endroit préféré. Il appelait ça notre petit coin de calme. Je me suis assise sur le banc sous ses larges branches, la brise chaude emportant une partie du poids qui pesait sur ma poitrine depuis si longtemps. Je n'ai rien dit, juste respirant, juste écoutant. Et puis je lui ai murmuré doucement, comme s'il était encore assis à côté de moi. Tu l'aurais vu, Richard. Tu m'aurais prévenu. Mes doigts ont tracé les bords du vieux médaillon que je portais toujours, mon pouce effleurant la petite date gravée, le jour où nous avions fini de payer notre première maison, le jour où nous pensions construire un avenir pour notre famille, à l'époque où Mathieu était encore notre garçon aux yeux brillants, impatient de construire des cabanes dans les arbres, pas des complots. Je me suis mordu la lèvre pour arrêter le tremblement. Je ne voulais plus pleurer. Les larmes avaient été dépensées il y a longtemps. Le lendemain matin, j'attendais devant le cabinet de mon avocat avant même qu'il n'ouvre la porte. Maître Dubois gérait mes affaires depuis des années.
planification successorale, l'achat initial de la maison pour Mathieu et Émilie, même les papiers originaux qu'Émilie avait insisté pour que je signe quand elle voulait plus de flexibilité pour gérer les finances du ménage. À l'époque, je lui avais fait confiance, je leur avais fait confiance à tous. Plus jamais. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais l'inquiétude dans ses yeux le trahissait. Hélène, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Tout va bien. Je me suis assise en face de lui et j'ai croisé les mains sur mes genoux. Ma voix était stable, mais il n'y avait aucune douceur dedans. Je veux annuler la donation de la maison. Il a cligné des yeux, un peu décontenancé. Vous voulez dire la propriété que vous avez transférée au nom de Mathieu et Émilie? J'ai hoché la tête. Exactement. Je veux que ce soit annulé. Je veux que mes actifs soient verrouillés, toutes les procurations financières révoquées, et que chaque trace écrite soit documentée. Pendant une brève seconde, il a hésité, non pas parce qu'il était en désaccord, mais parce qu'il savait ce que cela signifiait. Hélène, cela risque de créer des tensions. Ils ont déjà créé des tensions, ai-je répondu. J'ai simplement été trop aveugle pour les voir. Il m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Très bien, nous allons procéder. Et une dernière chose, ai-je ajouté, ma voix encore plus basse maintenant. Je veux une documentation complète de toute activité financière qu'ils ont initiée en utilisant mes comptes. Tout. Chaque retrait, chaque transaction, chaque autorisation qu'Émilie a traitée. Une trace d'approbation a traversé son visage. Nous aurons besoin de preuves si cela devait s'envenimer. Ça va s'envenimer, dis-je calmement. Ne prétendons pas le contraire. Il a griffonné quelques notes rapides avant de lever les yeux. Vous devriez peut-être aussi envisager d'engager un détective privé. J'ai haussé un sourcil. Vous pensez que c'est si grave? La voix de Maître Dubois s'est adoucie, mais était ferme. Émilie n'essaie pas seulement de manipuler, elle se positionne pour un contrôle à long terme. Hélène, vous avez des actifs importants. Si elle s'en prend déjà au compte, elle est probablement en train de constituer un dossier pour justifier de futures réclamations. Nous avons besoin d'un contre-dossier. Quelque chose d'indéniable. L'idée m'a tordu l'estomac, mais pas de peur, de détermination, de clarté. Faites-le, dis-je. Engagez la personne en qui vous avez confiance. Il a hoché la tête. Nous nous occuperons du côté légal, le détective s'occupera du reste. Et c'est ainsi que la machine s'est mise en marche. Au moment où j'ai quitté son bureau, je me sentais plus légère. Non pas parce que le problème était résolu, loin de là, mais parce que pour la première fois, je n'étais plus en défense. Je n'attendais pas la prochaine trahison. J'agissais. En remontant dans ma voiture, je me suis permis un petit sourire amer. Il voulait le silence, il l'aurait, mais ce serait mon genre de silence, celui qui avance dans l'ombre et frappe avec précision. Le lendemain matin, quelque chose a glissé sous ma porte. Je l'ai vu immédiatement en entrant dans la cuisine. Une enveloppe blanche ordinaire, du genre qu'Émilie utilisait toujours pour les documents qu'elle avait préparés pour m'aider. Sur l'enveloppe, un post-it, son écriture douloureusement familière. « Signe quand tu seras prête, maman. Ça rendra tout plus facile pendant notre absence. » Je me suis figée. Ils étaient déjà partis, en route pour leur croisière, flottant quelque part sur des eaux saphirs, sirotant des cocktails, riant, pendant qu'ici, à la maison, leur jeu continuait. Avec des doigts prudents, j'ai ouvert l'enveloppe et déplié la liasse de documents à l'intérieur, soigneusement tapés, d'aspect professionnel. À première vue, ils semblaient inoffensifs, des papiers mis à jour, des amendements de routine. Émilie avait toujours été douée pour déguiser le contrôle en commodité. Mais en lisant plus attentivement, le nœud dans mon estomac s'est resserré. Enfoui dans les petits caractères, soigneusement cachés sous un langage générique sur la rationalisation de la succession et la simplification de l'autorité, se trouvait une procuration générale complète, permanente, irrévocable. Elle donnerait à Émilie un contrôle légal total sur mes finances, mes biens, mes décisions médicales, ma vie entière. J'ai senti ma respiration se bloquer alors que le poids de la chose s'installait dans ma poitrine. Ils n'avaient pas seulement préparé le terrain. Ils étaient prêts à tout prendre, pas plus tard, pas un jour, maintenant. Je suis restée là, serrant les pages, mes mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais de la froide réalisation de jusqu'où ils étaient prêts à aller. Émilie ne voulait pas attendre ma mort naturelle. Elle voulait le contrôle de mon vivant, m'effacer poliment, légalement, sans avoir à se salir les mains. Et Mathieu, mon propre fils, était-il vraiment aveugle, ou faisait-il semblant de ne pas voir ce qu'elle faisait? Quoi qu'il en soit,
La réponse était tout aussi dévastatrice. Ils n'étaient plus une famille. C'étaient des prédateurs au visage familier. J'ai délicatement glissé les documents non signés dans l'enveloppe, les refermer et les reposer sur le comptoir comme si de rien n'était. Laissez-les croire que je n'avais rien remarqué. Laissez-les penser que j'étais toujours cette même femme naïve, celle qui faisait confiance sans poser de questions, qui signait tout ce qu'on lui mettait sous le nez, qui souriait et disait « merci ». Mais cette femme n'habitait plus ici. Le détective privé arriverait plus tard dans la journée. Mon avocat avait déjà commencé à préparer les documents pour geler toutes les autorisations conjointes, et maintenant, avec ces documents, j'avais une preuve de plus, la preuve écrite de leur intention. Je me suis assise à la table de la cuisine alors que le soleil entrait par la fenêtre, réchauffant mon visage. Ils pensaient que c'était encore leur jeu, mais ils avaient oublié quelque chose. Silence ne veut pas dire faiblesse. Au moment où j'ai remis les documents non signés dans leur enveloppe d'origine, quelque chose a changé en moi. C'était étrange de se sentir si calme. Je n'étais plus secouée, je n'étais même plus en colère. J'étais concentrée et très lucide. Ils pensaient pouvoir agir pendant leur absence, que je resterais là, impuissante, confuse, submergée par le jargon juridique, que je me sentirais honorée d'être incluse dans ma propre spoliation. Mais ils m'avaient sous-estimée. À midi, j'étais de retour dans le bureau de Maître Dubois. Cette fois, il ne m'a pas accueilli avec inquiétude. Il a simplement hoché la tête, sentant déjà l'urgence écrite sur mon visage. Ils ont essayé de me faire signer ça pendant qu'il n'était pas en ville. J'ai fait glisser l'enveloppe sur son bureau. Il a déplié les papiers avec soin, son front se plissant à la lecture. « Ils deviennent audacieux », dit-il finalement. « Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est prédateur. Si vous aviez signé ça, Hélène, ils auraient eu le droit légal de vendre votre maison, de vider vos comptes, même de vous placer dans un établissement de soins de leur choix. » Il leva les yeux, s'attendant à ce que je montre la panique qu'il anticipait probablement. Au lieu de cela, j'ai rencontré son regard sans ciller. « Alors, allons plus vite. » Il a souri, une petite lueur de respect brillant dans ses yeux. « Nous avons déjà la plupart des documents préparés. J'ai entamé la procédure d'annulation de la donation. Le gel des comptes est en cours de traitement. Le détective privé a commencé son audit financier. Mais après avoir vu ça, il a désigné les papiers de la procuration. Nous allons prendre des mesures encore plus agressives. Je me suis penché en avant. Verrouillez tout. Personne ne touche à mes comptes sauf moi. Pas un euro de plus ne bouge sans ma signature. » Il a hoché la tête. « Nous rédigeons également une clause de protection pour votre succession. S'il tente une quelconque forme de contrainte légale à l'avenir, nous aurons un historique complet de la manipulation pour les contrer. » Je me suis rassise, respirant plus lentement. Mes mains étaient immobiles, mes épaules n'étaient plus tendues. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne réagissais plus. Je construisais un mur qu'ils ne verraient même pas avant de foncer droit dedans. Quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, la maison semblait différente. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. Je me déplaçais dans les pièces avec un nouveau regard. Ces murs ne représentaient plus la chaleur ou les souvenirs partagés. Ils étaient des monuments à ma générosité et à leur sentiment que tout leur était dû. Je me suis arrêtée à nouveau devant cette étagère vide, où se trouvait la photo de la pendaison de crémaillère, cette joyeuse photo mensongère. J'ai sorti la photo du tiroir une dernière fois, fixant leur visage souriant. J'ai murmuré doucement au cadre. « Vous pensiez que j'étais là pour vous servir. » Mon pouce a plané sur le visage de Mathieu. « Vous pensiez que je ne dirais jamais non. » Puis j'ai retourné la photo et l'ai glissée plus profondément dans le tiroir, la laissant dans l'obscurité. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai reconnu le numéro instantanément, mon détective privé. J'ai répondu à la première sonnerie. Madame Lefebvre, sa voix était mesurée, mais je pouvais entendre le poids sous ses mots. Vous devriez voir ce que j'ai trouvé. J'ai fermé les rideaux avant de parler, par instinct. Dites-moi. Elle n'a pas perdu de temps. Votre belle-fille a récemment mis la propriété en garantie pour un second prêt hypothécaire. Elle a déjà entamé le processus de préapprobation avec un prêteur privé. Les papiers ont été déposés la semaine dernière. Je suis restée parfaitement immobile. Ils empruntaient déjà sur la maison que je leur avais entièrement donnée, comme si elle était intouchable, la leur, à utiliser sans se soucier du monde. Ont-ils divulgué comment ils en ont obtenu la propriété ? Ai-je demandé.
Ils l'ont présenté comme un simple transfert familial, dit-il sèchement. Aucune mention de la manipulation de la procuration ou de l'activité financière non autorisée liée à vos comptes. En fait, le prêteur a été impressionné par leur généreux soutien familial. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour m'empêcher de trembler. Ils ne prenaient plus seulement mon argent, ils jouaient avec. Ils accumulaient des dettes sur ma générosité, des dettes que je n'avais jamais autorisées, des risques que je n'avais jamais accepté de prendre. Si je n'avais pas commencé ce processus quand je l'ai fait, j'aurais pu rentrer un jour pour trouver la maison vendue, mes économies siphonnées, mes comptes vidés, et légalement, ils s'en seraient tirés sans problème. Ont-ils la moindre idée que vous êtes au courant? Ai-je demandé. Non, madame. Pour autant qu'ils le sachent, vous êtes toujours tranquillement assise à la maison. J'ai expiré lentement. Bien. Continuons comme ça. Nous avons raccroché. Je suis restée assise dans la pénombre de mon salon un moment, le doux bourdonnement du réfrigérateur seul son dans la maison. Ce n'était plus seulement une trahison, c'était un vol en cours. Et pourtant, curieusement, je ne ressentais aucune panique, aucune rage, seulement un sens froid et aigu de la direction à prendre. Ils n'avaient pas été prudents parce qu'ils pensaient que je ne les remettrais jamais en question. Ils pensaient que j'étais encore la mère qui ferait n'importe quoi pour maintenir la paix. Ils n'avaient pas réalisé quelque chose de très simple. Quand une femme comme moi dit enfin non, il est déjà trop tard pour l'autre camp. Je me suis levée, j'ai lissé le devant de mon chemisier et j'ai regardé par la fenêtre la maison que je leur avais achetée. Dans ce moment de calme, j'ai souri. Tu as joué avec mon cadeau, Émilie. Maintenant, je vais jouer avec ton avenir. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise près de la fenêtre en silence, regardant les lampadaires projeter de longues ombres sur le trottoir vide. Le monde extérieur bougeait doucement, ignorant la tempête qui se préparait silencieusement entre ses murs. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. Je n'étais pas confuse. Je calculais. Ils pensaient que je m'effondrerais sous le poids de leur trahison. Ils pensaient que leur sourire soigné et leur routine de « c'est juste pour t'aider, maman » m'avaient laissée impuissante. Mais la vérité était simple. Ils avaient bâti leur château de cartes sur ma confiance, et j'avais enfin cessé de retenir mon souffle. J'ai regardé un voisin entrer dans son allée, ses phares illuminant brièvement mon salon. Le faisceau a balayé l'endroit vide sur la cheminée où se trouvait la photo de famille. L'étagère vide semblait plus nette maintenant. Honnête, ai-je murmuré dans l'air calme, plus pour moi-même que pour quiconque. Ils ont joué avec mon cadeau, maintenant, je joue avec leur avenir. Ça faisait du bien de le dire à voix haute. J'avais passé des années à ravaler mon malaise, à me convaincre que l'amour signifiait la tolérance, qu'être nécessaire était la même chose qu'être apprécié. Mais être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Ils aimaient mon argent, mon utilité, ma volonté de tout donner sans poser de questions. Mais dès qu'ils n'ont plus eu besoin de moi personnellement, la mère, la femme, ils m'ont jeté avec un sourire. Et maintenant, ils étaient si loin sur la branche que je n'avais pas besoin de pousser. Je devais juste arrêter de la tenir. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le visage d'Émilie, l'inquiétude polie et étudiée, la voix douce et répétée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Tu es comme une seconde mère pour moi, mensonge. Personne n'essaie d'effacer sa propre mère. Personne ne dissimule soigneusement une procuration sous des formulaires sans importance, à moins de l'avoir planifiée depuis longtemps. J'ai ouvert les yeux et me suis adossée à ma chaise, sentant ma colonne vertébrale se redresser. Ils avaient compté sur mon silence, mais mon silence était devenu mon arme. J'ai regardé par la fenêtre un peu plus longtemps, l'air de la nuit frais contre la vitre. C'était étrange, après tout ce qu'ils avaient fait, je ne me sentais pas brisée. Je me sentais puissante. Les jours suivants se sont déroulés comme sur du papier à musique, sans émotion, sans hésitation, juste un pas délibéré après l'autre. Chaque matin, j'étais assise dans le bureau de Maître Dubois, flanquée de lui d'un côté et du détective privé de l'autre. Nous travaillions tranquillement, efficacement, presque cliniquement. Chaque transaction était disséquée, chaque retrait tracé. Chaque compte qu'Émilie avait touché était documenté avec un soin méticuleux. À mesure que les dossiers s'empilaient, mon estomac aurait dû se nouer, mais il ne l'a pas fait. Plus nous creusions, plus tout devenait clair. Émilie n'avait pas seulement lié sa carte personnelle à mes comptes, elle avait utilisé mon fonds de retraite pour rembourser des dettes de carte de crédit personnel. Elle avait détourné de l'argent vers des comptes d'investissement privés liés à son nom de jeune fille. Elle avait même utilisé mon nom pour obtenir une préapprobation pour le deuxième prêt hypothécaire qu'ils comptaient contracter sur la maison que je leur avais donnée,
tout en me souriant à table, tout en m'appelant « maman ». Maître Dubois fit glisser un autre relevé imprimé sur la table. Ce schéma de tromperie parlera de lui-même au tribunal si nécessaire, ajouta le détective privé. Et le timing coïncide trop bien, la croisière, une couverture parfaite pendant que ces derniers documents étaient glissés sous votre porte. Elle voulait vous rendre légalement impuissante avant que vous ne réalisiez ce qu'il se préparait à faire. J'ai hoché la tête, laissant les faits s'installer comme un poids qui ne m'appartenait plus. La cupidité déguisée en sollicitude. Il ne voulait pas que je parte, il voulait juste le contrôle, dis-je tranquillement. Maître Dubois a croisé mon regard. Et il l'aurait eu, Hélène, complètement. La plupart des gens signent ces documents sans jamais lire les petits caractères. Mais je n'ai pas signé, dis-je, ma voix plate, solide. Non. Vous ne l'avez pas fait, acquiesça Maître Dubois. Et maintenant ils ont laissé une trace assez longue pour se pendre avec. Nous avons travaillé tard cette nuit-là. Quand je suis partie, le ciel s'était de nouveau assombri, mais je ne me sentais pas fatiguée, je n'avais pas peur. Je sentais quelque chose de plus fort, un élan. Quand je suis rentrée, j'ai traversé la maison avec un regard différent. Les rideaux qu'Émilie avait choisis, les luminaires coûteux que j'avais payés, les plans de travail en marbre qu'elle avait insisté pour moderniser l'année dernière, les placards à fermeture douce qu'elle devait avoir parce que, selon elle, cela donnait à la maison un air plus sophistiqué, tout était à nouveau à moi. Chaque pièce. Ils avaient tout misé sur l'hypothèse que je resterais silencieuse, que je serais trop vieille, trop docile, trop désireuse de m'accrocher aux miettes d'affection qu'ils offraient. Ils avaient oublié qui avait bâti cette maison. J'ai passé doucement mes doigts sur le comptoir de la cuisine et j'ai murmuré. Vous avez essayé de m'effacer de mon vivant. Maintenant, je vous efface alors que vous faites encore semblant de sourire. Demain était le jour où les papiers seraient déposés, l'annulation de la donation finalisée, le gel des actifs activé. Et au moment où leur bateau de croisière rentrerait au port, le monde qu'ils pensaient leur appartenir aurait déjà disparu, et ils ne le sauraient même pas avant d'essayer d'y remettre les pieds. Les documents étaient posés devant moi, attendant. Tout était là, l'annulation de la donation, la protection des actifs, la révocation complète de l'accès financier d'Émilie. Chaque faille qu'ils avaient construite pour eux-mêmes avait été comblée. Chaque parcelle de terrain qu'ils pensaient posséder leur avait été retirée, le tout sans la moindre confrontation. Maître Dubois se tenait tranquillement à l'autre bout de la table de conférence. Le notaire ajusta son stylo, attendant. Il ne restait plus que ma signature. Un instant, ma main plana au-dessus de la page, non pas par doute, il était parti depuis longtemps, mais à cause de la gravité de ce que ce moment signifiait. Ce n'était pas seulement de la paperasse légale, c'était des années de sacrifice, de dévotion, d'amour aveugle et de souffrance silencieuse qui étaient réécrites à l'encre noire. Le notaire leva les yeux poliment, silencieux mais dans l'attente. Ma main n'a pas tremblé lorsque j'ai finalement posé le stylo sur le papier et signé mon nom une page, puis une autre et une autre. À chaque signature, je me sentais plus légère. Quand le dernier document fut signé, Maître Dubois rassembla les pages avec soin, son expression stable mais sa voix portant une satisfaction tranquille. C'est fait, Hélène. Annulation complète exécutée. La maison est de nouveau légalement à vous. Toutes les autorisations financières qu'ils détenaient ont été annulées. Ils ne peuvent plus rien toucher maintenant, ni vos comptes, ni vos biens, pas même vos factures. J'ai hoché la tête une fois, ma voix calme. Et s'ils essaient de contester? Les yeux de Maître Dubois s'aiguisèrent. Nous avons toutes les preuves nécessaires. Le rapport complet du détective, les transactions non autorisées, les papiers de procuration coercitifs qu'ils ont glissés sous votre porte alors qu'ils étaient commodément hors de la ville. S'ils contestent, ils s'exposent. J'ai expiré lentement. La peur avait disparu. L'attente était terminée. Pour la première fois depuis des années, mon avenir m'appartenait entièrement. En sortant dans l'air frais du soir, je me suis arrêtée sur les marches du palais de justice. Leur bateau de croisière accosterait dans 4 jours. 4 jours avant qu'ils ne reviennent en s'attendant à retrouver le monde qu'ils contrôlaient. Ils n'avaient aucune idée que les serrures avaient changé. Ils n'avaient aucune idée que la maison qu'ils étaient si pressés d'hypothéquer était déjà vendue, discrètement, légalement et irrévocablement. Pendant qu'ils flottaient sur un navire en croyant avoir gagné, la vente avait été finalisée quelques heures à peine après que j'ai signé l'annulation. Un acheteur sérieux, une offre en espèces, une clôture accélérée. L'argent était déjà en sécurité sur un nouveau compte, un compte qu'ils ne pouvaient pas toucher, un compte dont ils ignoraient même l'existence. J'ai souri alors que le vent se levait, frais contre mon visage. Ils me pensaient impuissante.
Il pensait que mon silence signifiait la reddition. Mais le silence peut être puissant. Le matin de leur retour, j'étais déjà là. Je me suis garée à un pâté de maison, me tenant tranquillement de l'autre côté de la rue alors que leur voiture arrivait. Ils rentraient de leur croisière étincelante, bronzés, détendus et complètement inconscients. Émilie est sortie la première, lunettes de soleil sur la tête, aboyant des ordres à Mathieu pendant qu'ils sortaient leurs bagages du coffre. Elle parlait déjà de devoir prendre rendez-vous pour la finalisation du second prêt hypothécaire. Mathieu répondait à peine. Il faisait défiler son téléphone comme d'habitude, détaché mais obéissant. Puis ils se sont tous les deux figés. 2 voitures inconnues étaient garées dans l'allée, des camions de déménagement. Un jeune couple se tenait près de la porte d'entrée, discutant joyeusement avec l'agent immobilier. J'ai traversé la rue lentement, chaque pas mesuré, sans hâte. Mathieu fut le premier à m'apercevoir. « Maman !» Sa voix vacillait entre la confusion et autre chose. Quelque chose qui s'insinuait dans ses yeux, la peur. Les yeux d'Émilie se plissèrent. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Le jeune couple a souri poliment et est entré avec l'agent immobilier. La porte d'entrée s'est refermée derrière eux, leur porte. J'ai enfin parlé. Vous n'aurez plus à vous soucier de gérer quoi que ce soit pour moi. Le visage d'Émilie a rougi instantanément. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? La voix de Mathieu s'est élevée. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il des gens dans notre maison? J'ai laissé le silence s'installer, regardant leur panique s'épanouir lentement. Pas votre maison, dis-je calmement. Plus maintenant. Émilie s'est jetée en avant, sa voix montant dans ce ton strident qu'elle prenait toujours quand les choses n'allaient pas dans son sens. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes en plein refinancement. Nous avons des contrats. Je l'ai coupé, sortant de mon sac le gros dossier. Voici les seuls contrats qui comptent. J'ai tendu le dossier à Mathieu. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, feuilletant les documents. Son visage s'est vidé de sa couleur en lisant chaque page, l'annulation, les documents de vente, le rapport du détective, les copies des transactions autorisées par Émilie, la preuve de tout. Émilie lui a arraché les papiers, parcourant frénétiquement le contenu. Sa respiration s'accéléra. Elle calculait, cherchant des failles, n'importe quoi qu'elle pourrait tordre. Rien de tout ça ne tiendra, lança-t-elle. Nous gérions les choses pour ton bien. Tu le regretteras quand tu te seras calmé. Nous essayons juste d'aider. J'ai gardé une voix stable. Aider. Tu veux dire vider mes comptes dans mon dos, jouer avec une dette liée à une maison qui ne vous appartenait même plus, falsifier des procurations en espérant que je les signe tranquillement pendant que vous étiez à l'autre bout de l'océan? La mâchoire d'Émilie se serra. Mathieu a finalement parlé, sa voix se brisant. Maman, on ne voulait pas. J'ai levé la main. Arrête. Le mot était calme, ferme, final. Vous ne vouliez pas vous faire prendre. Aucun des deux n'a parlé. Pour la première fois, je l'ai vu clairement sur leur visage. Pas d'amour, pas de remords, juste de la peur. Le genre de peur que les gens ressentent quand ils réalisent que la personne qu'ils ont sous-estimée les observait, attendait. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Puis, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire. Vous avez joué avec ma confiance, dis-je, et vous avez perdu. Le visage d'Émilie s'est tordu en quelque chose de laid. Un instant, elle a ressemblé à un animal acculé, prête à frapper mais réalisant que le piège s'était déjà refermé. Tu ne peux pas tout nous prendre, a-t-elle crié. Nous avons construit cette vie. Tu n'as pas le droit de la détruire à cause de quelques malentendus. La respiration de Mathieu est devenue courte. Ses mains agrippaient le dossier comme s'il pouvait disparaître s'il le serrait assez fort. Je suis restée immobile, mesurée. Vous n'avez pas construit cette vie, répondis-je doucement. Vous l'avez prise, morceau par morceau, sourire par sourire. Et vous pensiez que je vous laisserais faire? La voix d'Émilie se cassa de désespoir. Nous avons des droits. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça. Je pouvais sentir le poids des années derrière moi, les innombrables fois où j'étais restée silencieuse pour maintenir la paix, les humiliations que j'avais avalées pour être la bonne mère, la culpabilité. Le don, la foi. Mais pas aujourd'hui. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac et j'ai sorti le deuxième dossier, plus mince que le premier mais plus lourd en quelque sorte. Je l'ai tenu entre nous. Si vous voulez engager une action en justice, dis-je calmement, voici ce à quoi vous ferez face. Je le lui ai tendu. Elle l'a arraché comme un chien enragé se jetant sur de la viande.
À l'intérieur se trouvait le dossier de preuves complet préparé par le détective et maître Dubois, des copies de chaque retrait non autorisé, de chaque virement, de chaque dépôt frauduleux qu'Émilie avait fait sous mon nom, chaque document qu'elle avait glissé sous ma porte en me souriant au visage. Fraude, abus de faiblesse, coercition, falsification. Émilie feuilleta les pages plus rapidement maintenant, son souffle s'accélérant, la couleur quittant ses joues alors que la réalité commençait à se refermer sur elle. J'ai parlé plus doucement cette fois, mais avec encore plus de poids. Si tu tentes ne serait-ce que de m'attaquer en justice, Émilie, ce dossier deviendra public. Chaque transaction, chaque document falsifié, chaque tentative de voler ta propre belle-mère. J'ai laissé les mots s'imprégner. Mathieu a murmuré de manière presque inaudible. « Émilie, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle tourna la tête vers lui, la voix brisée. « N'ose même pas me rejeter la faute. Mathieu, ça ne te dérangeait pas quand l'argent rentrait. » Mais Mathieu se tenait là, les yeux écarquillés, les épaules affaissées sous le poids de tout ce qui s'effondrait devant lui. Je les ai observés attentivement. Le mariage qui avait semblé si uni dans sa cruauté silencieuse se fissurait rapidement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai prononcé mes derniers mots. J'étais ta mère, Mathieu. Tu as fait de moi ta cible. Sa lèvre a tremblé, sa tête s'est baissée. Un bref instant, j'ai vu le garçon qu'il était, celui qui m'avait demandé de réparer son camion jouet, qui avait couru vers moi avec les genoux écorchés. Mais ce garçon était parti depuis longtemps, et j'avais fini de le pleurer. Ce n'est pas une vengeance, continuai-je, ma voix plus douce maintenant. C'est une protection. Pour la première fois depuis des années, je me protège enfin. Émilie a jeté le dossier sur le trottoir, me foudroyant du regard. Tu penses avoir gagné, mais tu finiras seule. J'ai souri à nouveau, calme et sereine. Seule, dis-je doucement, vaut mieux qu'exploiter. Puis j'ai tourné le dos et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. J'ai conduit lentement jusqu'à la maison. Le moteur ronronnait doucement sous moi alors que je parcourais des rues tranquilles, sentant chaque respiration se stabiliser. Le soleil était bas lorsque je suis arrivée devant mon modeste immeuble. Pas grandiose, pas tapac sans grave-l'œil, mais à moi, entièrement à moi. Au moment où j'ai verrouillé ma porte derrière moi, j'ai imaginé la scène qui se déroulait encore là-bas, dans cette maison, mon ancienne maison, la maison de quelqu'un d'autre maintenant. Les déménageurs, le nouveau couple s'installant joyeusement dans l'endroit que Mathieu et Émilie croyaient autrefois intouchable. Et eux, debout sur cette allée, entourés par les décombres de leurs plans, leurs maisons parties, leurs combines exposées, leurs illusions brisées. Le téléphone a vibré une fois sur le comptoir, un texto. C'était de Mathieu. « Maman, s'il te plaît, on peut parler ? Ce n'est pas ce que je voulais. S'il te plaît. » J'ai fixé les mots, froid et vide. Il ne m'avait même pas appelé « maman » en personne depuis des mois, mais maintenant, dépouillé de tout, il se souvenait soudainement de qui j'étais pour lui. Je n'ai pas répondu. Un deuxième message a suivi quelques minutes plus tard. Je suis désolée. Émilie s'est emportée. Elle m'a poussée. Tu sais comment elle est. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pouvais presque entendre sa voix dans ces mots, désespérée, tendue, se débattant pour réécrire l'histoire maintenant qu'il n'y avait plus rien à voler. Mon pouce a plané sur l'écran, mais je n'ai rien tapé en retour car j'avais enfin appris. Mon absence ne te pèse que maintenant que j'ai dit non. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis dirigée vers la fenêtre. La brise du soir portait le faible son d'enfant jouant quelque part dans la rue, des rires simples, honnêtes. Derrière moi, l'appartement était silencieux, sûr, vide de la meilleure des manières. Pas de manipulation, pas de calcul, juste la paix. Ils pensaient que je ne pouvais pas vivre sans eux, mais la vérité, c'est que j'étouffais sous leur poids depuis des années. Chaque sacrifice que j'avais fait pour Mathieu, chaque euro, chaque heure de ma vie versée dans cette maison, ce mariage, cette famille s'était transformée en une arme qu'ils utilisaient contre moi. Et pourtant, debout ici maintenant, dépouillée de tout ce à quoi je m'étais accrochée, je ne m'étais jamais sentie aussi légère. Laissez-les rager, laissez-les se débattre, laissez-les se rejeter la faute. Je n'avais plus rien à leur donner, et cela faisait de moi la femme la plus libre du monde. J'ai murmuré dans la pièce vide comme une prière silencieuse qui n'était destinée qu'à moi. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, et enfin, j'y croyais.